Moi, j'ai aucun intérêt à facturer du temps pour rien. Il faut facturer le minimum de temps possible. Si on arrive à piloter une boîte en travaillant 2-3 jours par mois, c'est vraiment magnifique. L'internalisation de la fonction finance, elle dépend de plusieurs choses. La taille, quelles sont les équipes en interne qui ont besoin d'être managées. Et l'internalisation du CFO dépend aussi beaucoup de la structure actionnariale. Avoir un CFO en interne, ça coûte assez cher. C'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et avoir une expertise externalisée permet d'aller chercher un talent, une compétence spécifique. Moi, je vais essayer de faire en sorte de rendre ton rêve réalité. Et il faut faire confiance au créateur ou à la créatrice parce qu'ils savent beaucoup mieux que moi. En fait, moi, je suis là pour faciliter la réalisation de ce rêve. Bonjour à tous, bienvenue dans Le Nerf de la Guerre, le podcast destiné à booster la gestion financière de votre entreprise. À chaque épisode, vous retrouverez, j'espère, un condensé de conseils super pratiques et de stratégies actionnables pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Le Nerf de la Guerre, c'est un contenu que j'ai pensé pour les CEO et les CFO en quête d'efficacité et dans lequel on abordera avec mes invités tous ces sujets de gestion financière sans jargon et sans détour. Pour me présenter rapidement, je m'appelle François Mingeot, je suis cofondateur et CEO de Figure, une solution SaaS de cash management pour les PME. Avant de monter Figure, je travaillais déjà dans le secteur de la finance, plus précisément je travaillais dans les équipes M&A chez HSBC, j'ai donc toujours baigné dans cet environnement entre finance et entrepreneuriat et c'est ça d'ailleurs qui m'a décidé à lancer ce podcast, Le Nerf de la Guerre, pour pouvoir partager avec le plus grand nombre toutes les conversations passionnantes que je peux avoir au quotidien avec des dirigeants sur leurs problématiques de gestion financière. Avant de commencer l'épisode, comme d'habitude, je vous demande juste un tout petit service. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir et surtout ça nous aide énormément à faire connaître ce contenu qui est, comme vous le savez, encore tout jeune. Allez, sans plus attendre, j'accueille maintenant mon invité du jour, Mathias Richemont, DAF externalisé et cofondateur du tout nouveau cabinet Sparring. Hello Mathias. Merci François. Écoute, merci à toi d'avoir répondu à mon invitation. Je suis ravi de te recevoir et de pouvoir venir te faire parler de ton expertise qui, on va voir, est axée retail. Tout simplement, et comme d'habitude, je vais te demander de te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours. Bien sûr, avec plaisir. Donc, déjà, merci de me recevoir. Moi, j'ai un parcours qui, pour un CFO, qui est un peu moins classique dans la mesure où j'ai démarré ma carrière dans une banque d'affaires qui s'appelle Lazard, où j'ai passé 3 ans. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup pour des boîtes consumer et retail, comme tu le disais, mais dans ma carrière, je l'ai commencé chez Lazare spécialisé en institutions financières. Et donc, j'ai notamment participé, par exemple, à la création de BPI France, qui a été un des mandats phares sur lequel j'ai œuvré pendant mes années chez Lazare. En quelle année à peu près ? C'était en 2013. Ok. Voilà. On était mandaté par Bercy pour la création de BPI France. Et il y a eu beaucoup d'autres transactions sur lesquelles j'ai travaillé. Et par la suite, je me suis surtout orienté vers des fonctions finance au sein de boîtes tech. Par exemple, chez Chauffeur Privé. Puis, j'ai tenté aussi une aventure entrepreneuriale où j'ai travaillé notamment à San Francisco sur la création d'une boîte dans l'éducation. Et par la suite, je suis revenu plutôt dans des fonctions finance, d'abord chez InnoVorder, qui est une boîte de SaaS B2B, et plus récemment chez Jimmy Fairly, où j'étais CFO. Et c'est à partir de cette expérience chez Jimmy Fairly que je me suis vraiment spécialisé dans tous les aspects consumer, retail, pour des sociétés avec une dimension qui est très entrepreneuriale et qui est très concrète dans la mesure où on conçoit, on distribue des produits physiques, ce qui est assez différent finalement de boîtes dans la tech qui conçoivent un produit avec une R&D et de l'innovation technologique. Aujourd'hui, moi, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Sparring. On est une équipe de 4 personnes. Et avec mes associés, l'idée était de créer une nouvelle forme d'accompagnement par d'anciens opérateurs de marques consumer ou retail et d'accompagner les entrepreneurs dans ce domaine avec la plus grande expertise, une expérience de terrain et d'être capable de pouvoir se mettre à leur place et de parler le même langage, d'avoir soi-même vécu les difficultés que représente le fait de créer une marque. C'est extrêmement difficile, ça prend du temps, c'est vraiment du temps long. Et le fait de l'avoir fait nous permet de leur proposer l'accompagnement le plus adéquat
pour leur permettre de faire grandir leur marque et de se développer. On propose un accompagnement financier, opérationnel, mais on est capable évidemment auprès des marques qu'on accompagne d'être un véritable sparring partner. C'est pour ça qu'on a appelé le cabinet Sparring. Sparring, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est un véritable partenaire d'entraînement. C'est-à-dire qu'on est capable de les aider à s'entraîner à leur niveau et de se mettre en face d'eux et de les aider à pouvoir être meilleurs, progresser et de leur permettre de franchir des étapes avec évidemment tout l'accompagnement qui vient avec, en particulier sur les sujets financiers. Ok, donc en général, vos interlocuteurs sont les dirigeants de ces marques, j'imagine, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, et qu'est-ce qui vous a décidé, enfin en tout cas toi dans ton cas personnel, donc de 2020 à 2023, si j'ai bien noté, tu étais CFO chez Jimmy Fairly. Qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce switch et à te lancer en direct, à accompagner des structures, des marques dans ton cas, en tant que DAF externalisé, puisque c'est évidemment le même métier, mais c'est pas du tout la même position que tu as d'être interne ou externe. Tout à fait, ça n'a rien à voir. Quand on est en interne, on construit une aventure avec des dirigeants dans un projet, et on l'accompagne vraiment sur la durée. Quand je suis arrivé chez Jimmy Fairly, c'était juste après le déconfinement en juin 2020. Donc on avait à peu près 54 magasins à cette époque-là. Aujourd'hui, il y en a, je crois, à peu près 130. Donc c'est dire l'évolution. Et il a fallu vraiment remettre la boîte post-Covid sur les rails. Alors, c'était déjà une boîte magnifique. Donc, ça a été créé quand, Jimmy Fairly, rappelle-nous? Jimmy Fairly, ça a été créé en 2012. Ok. Et donc, c'était déjà une très très belle réussite, mais post-Covid, post-confinement, il y avait beaucoup d'incertitudes. Il y a un très gros travail qui avait été effectué, mais il y avait pas mal de boutiques récentes. Et surtout, l'incertitude de reprendre une fonction finance dans cette période-là. Et on a fait un très gros travail. Les équipes chez Jimmy Fairly étaient extraordinaires. Donc, il y avait une forme aussi d'émulation entre les différents métiers qui travaillaient de manière très coordonnée, avec beaucoup de bonne entente, avec des dirigeants qui sont vraiment très talentueux. Et ça a permis d'appréhender la page Covid de la meilleure manière, et la reprise a été formidable. Ça, en 2021, la boîte, on a lancé un processus de vente. La boîte a été cédée à un fonds d'investissement. Et j'ai accompagné évidemment toute la suite de la post-LBO, de la construction de la boîte et de la mise en place de l'organisation qui doit être adéquate dans un contexte comme celui-là. Mais là où c'était une aventure qui était extrêmement entrepreneuriale au départ, ça le devenait de moins en moins. Et c'était un rôle différent que j'ai passé la main à un autre CFO qui était, je pense, pour la page qui s'écrivait de Jimmy Fairly, était plus adapté, puisque j'étais beaucoup plus, moi, intéressé, animé par des aventures entrepreneuriales, et je nourrissais déjà cette envie d'accompagner des marques comme je l'avais fait en fait à l'origine pour Jimmy Fairly, en arrivant avec beaucoup les mains dans le cambouis, à travailler sur la remise sur pied, la structuration. Une fois que ces choses-là sont faites, c'est un rôle qui est différent en tant que CFO. Et ce qui m'intéressait surtout en externe, c'était de pouvoir intervenir sur davantage de marques en même temps, sur des secteurs différents, avec des problématiques en consumer qui sont proches, qui se ressemblent, mais qui sont distinctes pour que ce soit dans la joaillerie, la maroquinerie, la beauté, donc tout ce qui est cosmétique. Donc, en fait, il y a plein de domaines différents et en fait, on s'enrichit énormément de ça. Et c'est vrai qu'en externe, ça me permettait d'avoir cette diversité de missions, de typologies de business. Je suis resté très proche des équipes de Jimmy Fairly, des dirigeants. Et c'était une aventure qui se terminait pour pouvoir en ouvrir une autre aujourd'hui avec Sparring. Ok. Écoute, hyper intéressant en tout cas comme expérience et comme parcours. Aujourd'hui, donc chez Sparring, vous travaillez avec des super boîtes que la plupart d'entre nous et de nos auditeurs, je pense, vont connaître. Hein. J'ai noté Make My Lemonade, par exemple, ou le label Boucle.
J'étais étonné quand j'ai préparé l'épisode, j'ai eu cette réflexion de me dire pourquoi ces boîtes-là, qui j'imagine sont assez grosses, je connais pas exactement leur taille, leur chiffre d'affaires, mais j'imagine que c'est assez gros. Je suis étonné que leur fonction finance soit pas internalisée. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et le contexte autour de tout ça? En fait, pour une société comme ces marques-là, je ne pourrais pas dévoiler leur chiffre d'affaires parce que c'est pas à moi de le faire, de communiquer dessus. La réalité, c'est que l'internalisation de la fonction finance, elle dépend beaucoup de plusieurs choses. La taille, c'est vrai. Quelles sont les équipes en interne qui ont besoin d'être managées? Un CFO, il y a un rôle de management qui est très fort. Donc, dès qu'il y a une équipe, il faut bien quelqu'un qui pilote aussi cet effort-là et les équipes en interne. Et l'internalisation du CFO dépend aussi beaucoup de la structure actionnariale. C'est vrai que des boîtes qui sont entièrement bootstrappées ou qui appartiennent à leurs dirigeants ont un besoin moins pressant d'internaliser une fonction finance complète que des boîtes qui ont levé de l'argent, doivent rendre des comptes, établir des reportings assez sophistiqués. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai que ces boîtes-là ont tendance à internaliser. Maintenant, au sein de Sparring, entre nous quatre, on a des boîtes qui peuvent faire plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas qu'une question de taille. Il y a aussi le fait qu'avoir un CFO en interne, ça coûte assez cher. Avoir un manager induit qu'il faut qu'il ait des équipes. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et avoir une expertise externalisée permet d'aller chercher un talent, une compétence spécifique qu'on ne pourrait pas nécessairement avoir en interne, dans la mesure où, en plus, une fonction finance complète, ça coûte assez cher si on veut des personnes assez expérimentées. Donc, pour les marques, dans le consumer, contrairement à d'autres secteurs, la finance, ça reste une fonction de support. Et dans un environnement où les marges sont quand même assez tendues, c'est un travail qui est quand même assez compliqué de maximiser ses marges. Dans un environnement contraint, les fonctions de support vont forcément tarder davantage à se structurer versus le reste des fonctions qui sont sur les collections, la distribution, les équipes vraiment qui opèrent. Mais néanmoins, une société, qu'une marque ne peut pas faire l'économie d'un pilotage financier. Et c'est là qu'on intervient, puisqu'on est capable de proposer clé en main une fonction finance. On peut intervenir seul ou en binôme, en général plutôt à deux. Ça permet d'avoir un maximum de réactivité et une fonction finance quasiment sur l'étagère pour nos clients. Je me permets de vous interrompre quelques petites secondes dans votre écoute. Si ce podcast existe, c'est grâce à Figure qui le produit. On a créé Figure en 2020 pour simplifier et automatiser la gestion de trésorerie des PME. Que vous soyez dirigeant ou financier, Figure devrait vous intéresser. En quelques mots, on vous permet de synchroniser en temps réel vos flux bancaires et comptables, de les catégoriser automatiquement et d'anticiper les flux futurs grâce au prévisionnel intégré. Alors je sais que vous adorez Excel, et moi aussi, mais sur un sujet comme la trésor, très honnêtement, Figure va bien plus loin et vous fait gagner un temps fou. Si vous voulez voir comment Figure pourrait vous aider plus précisément, je vous mets dans la description 2 liens. Un lien pour prendre rendez-vous avec moi, ou si vous préférez découvrir Figure de votre côté, le lien vers une vidéo démo complète. Allez, je vous dérange pas plus longtemps et on reprend cet échange super intéressant. Je fais une petite parenthèse parce que ce que tu as dit m'a fait penser à quelque chose. Il y a évidemment le sujet de la rémunération, on va en reparler juste après, mais il y a aussi un sujet d'attractivité. Alors je pense que c'est pour ça que je fais une parenthèse, parce que je pense que ça s'applique pas du tout à tes clients qui sont des marques qu'on connaît tous, et donc il y a un aspect sexy. J'imagine que si une marque comme Make My Lemonade poste une annonce pour être CFO, ils n'auront pas de mal à attirer des candidats, parce que c'est entre guillemets sexy de pouvoir dire je travaille dans cette marque que tout le monde connaît. La parenthèse que je veux faire, c'est qu'il y a pas mal de boîtes que moi je vois qui font des belles PME bootstrappées, comme tu dis, entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui en fait veulent recruter un CFO, ont le budget pour rémunérer un CFO, mais juste n'y arrivent pas parce que elles sont pas connues, elles ont pas la marque employeur pour ça. Et j'ai plusieurs exemples en tête de sociétés qui aimeraient recruter des CFO en interne, et à qui j'ai conseillé plutôt d'aller chercher la compétence sur un CFO externe, en leur disant au-delà de la question économique, en fait, tu vas juste trouver des meilleurs talents en recrutant des CFO externes qui vont accepter de travailler pour toi
en tant que prestat, là où je te le dis honnêtement, ils accepteraient malheureusement pas forcément de te rejoindre en interne. Oui, c'est un bon point, c'est que sur le marché actuellement, il y a une pénurie de talent qui est énorme. Il y a une demande qui est très forte. Nous, on le voit. Moi, parfois, je cherche aussi des personnes pour nous aider sur des missions. Ouais. On a du mal à en trouver, alors que honnêtement, c'est du freelance. Et sur le reste des fonctions, quand j'étais chez Jimmy Fairly, c'est vrai qu'on a recruté des contrôleurs de gestion, des personnes en comptabilité. C'est des métiers, tous les métiers de la chaîne de valeur financière, compta, contrôle de gestion, RAF, CFO. Il y a une tension sur les talents et les salaires. Aujourd'hui, un CFO qui va avoir c'est minimum 100 000 euros. 100 000 euros brut annuel. 100 000 euros brut annuel, exactement. De rémunération, ça peut aller jusqu'à 200 000 euros sur les typologies de boîtes dont on parle, jusqu'à quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et après, au-delà, évidemment, tout existe. Mais bien sûr. En réalité, cette pénurie de talent fait que les boîtes ont plutôt tendance et intérêt à aller chercher des CFO externes. Il y a un autre aspect qui est que aujourd'hui, avec l'automatisation des outils et des outils comme Figure par exemple, et même sur la pré-comptabilité, pour nos marques à nous, Shopify, typiquement. Ouais. En fait, aujourd'hui, l'interconnectivité des outils et l'automatisation fait qu'on peut intervenir que quelques jours par mois et ça suffit pour piloter une boîte qui peut faire 10, 15, 20 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Largement. Et donc, en réalité, si c'est bien organisé en amont avec un bon cabinet comptable, un bon cabinet comptable, c'est un bon investissement. On travaille vraiment main dans la main avec les cabinets avec qui on travaille. En réalité, ça coûte moins cher. Il vaut mieux externaliser avec une bonne orga et quelqu'un en interne qui a un bon relais sur, par exemple, la gestion au quotidien. Et ça suffit. Et c'est vrai que, sans citer de marque, il y en a pour qui on travaille vraiment en temps fractionné, avec un volume de quelques jours par mois. L'organisation en amont a été bien posée et ça suffit et ça devient assez économique pour des marques et on est capable de leur produire tout ce dont ils ont besoin pour que le pilotage soit optimal. Ouais, puisque c'est intéressant ce que tu disais sur la digitalisation, l'automatisation qui permet d'éliminer un certain nombre de tâches qui pouvaient être faites manuellement, qui n'étaient pas forcément les tâches à plus forte valeur ajoutée, mais qui du coup augmentent le niveau requis pour être capable d'apporter de la valeur en tant que CFO par-dessus sur la partie vraiment conseil, comment est-ce qu'on lit ces données, comment est-ce qu'on les relie à la stratégie de l'entreprise pour bien conseiller les dirigeants, j'imagine. Ouais, et je pense aussi c'est beaucoup les cabinets comptables qui ont fait un gros travail aussi de leur côté. Plus ils utilisent d'outils, plus en fait déjà c'est facile pour nous. Et on collabore de manière plus intelligente plutôt que en fait avant je trouvais que c'était très séquentiel alors que maintenant tout ça a lieu en même temps. Le travail il est vraiment bien coordonné en bonne intelligence et quand on travaille avec des cabinets avec qui c'est vraiment d'une grande fluidité et pour les clients in fine on crée de la valeur parce que déjà on y passe moins de temps. Moi j'ai aucun intérêt à facturer du temps pour rien, il faut facturer le minimum de temps possible. Si on arrive à piloter une boîte en travaillant 2-3 jours par mois, c'est vraiment magnifique, c'est un succès en fait, d'une certaine manière. Plus on avance dans le temps, plus il faut en fait, on soit capable de passer du temps sur le business, comprendre le business, optimiser le PNL, réduire les coûts, en allant chercher des axes d'économie sur des contrats, améliorer les marges. Donc c'est là où on crée de la valeur et ensuite parler du développement. Et là où moi, par exemple, avec la connaissance du métier, passer du temps à aller chercher des financements pour pouvoir avoir les ressources pour développer le parc de magasins, le e-commerce, les collections. Donc c'est ça qui est excitant. C'est dans une marque, pouvoir faire grandir cette marque et la faire rayonner. Ouais. Donc, moins on passe de temps à faire des clôtures, mieux on se porte pour tout le monde. Et c'est facturer ce temps-là. Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on arrive à faire des très belles choses pour des marques qui commencent à devenir quand même assez importantes. Ouais. Et donc, je comprends que dans votre méthodologie d'accompagnement chez Sparring, il y a du coup c'est impossible de définir une mission type parce que tel que tu le définis, le
le scope de la mission de CFO, il évolue en permanence. C'est d'éliminer autant que possible le côté routine qui en fait est entre guillemets commoditisé, en tout cas sous contrôle, pour derrière être capable de passer du temps sur des chantiers qui sont en ligne avec les problématiques opérationnelles du moment de la société, mais qui sont différentes pour chaque société et même, j'imagine, chaque mois ou chaque trimestre, quoi. Ouais. C'est très différent. Il y a des boîtes qui ont... il y a une captable quand même étoffée. Donc, il y a un aspect de relation investisseur, de préparation de board, de reporting qui est plus important. Il y a des boîtes qui ont des développements qui sont très rapides. Par exemple, une société comme Label Book, une marque comme celle-là, qui est en hyper croissance. Quand on est arrivé, il y avait un studio, puis un deuxième. Maintenant, il y en a 6. Ouais. Il y a un développement retail qui est phénoménal. Et donc, pour une marque comme celle-là, c'est vrai que la mission, en fait, elle évolue dans le temps. Et c'est génial parce qu'on est capable de pouvoir apporter une valeur au fil du temps. Et après, ça va dépendre effectivement de chaque mission va être différente en fonction de la maturité de la société, de la typologie de business aussi. Ouais. Il y a des métiers qui sont très dépendants de collection, d'autres qui vendent toujours les mêmes produits. Il y a des marques qui sont quasi monoproduits. Donc, en fait, c'est la particularité aussi du métier fait que la mission financière va évoluer entre les marques, entre elles. Donc, voilà, c'est... maintenant, sans rentrer dans le détail, c'est clair que chaque situation de société appelle à une... Et comme il y a un intuitu personnel qui est très fort, on parle à des dirigeants qui ont créé une marque qui a une dimension émotionnelle très forte. C'est... Parce que, encore dans la tech, un environnement qu'on connaît bien, c'est des boîtes, c'est de la R&D, on lève des fonds, il y a une dimension émotionnelle en tant qu'entrepreneur, mais la dimension émotionnelle vis-à-vis d'une marque, elle est beaucoup plus forte. Parce qu'il y a... C'est des entrepreneurs passionnés. Donc, en fait, par exemple, on citait ces deux marques. Intéressant, Make My Lemonade et Label Book, qui ont été créées par deux fondatrices qui, aujourd'hui, ont des communautés très fortes, qui sont des passionnés absolus. C'est magnifique. Et elles ont été capables, avec l'authenticité de leur message, d'embarquer énormément de gens derrière elles. Et en fait, c'est différent d'un entrepreneur plus classique. C'est vraiment, il y a quelque chose qui vient des tripes et qui a pris 10 ans à être créé. C'est pas rien. Donc, et en fait, ça, moi, comme en fait, que ce soit moi ou mon associé Bertrand, on vient de marque, on a vécu cet aspect-là, cet attachement à un projet aussi viscéral. Et quand on parle le même langage avec des entrepreneurs, on se met à leur place, en fait. Faut faire preuve d'empathie. C'est dur de monter une marque. C'est des montagnes russes de fou. Et ça, quand on est capable de se mettre à leur place, on comprend aussi ce qu'ils ou elles peuvent ressentir en tant qu'entrepreneur. Et d'adapter aussi notre manière de faire et l'accompagnement en fonction de cette de la personnalité de chacun. Tu l'as dit plusieurs fois, créer une marque, c'est difficile d'une manière générale, en particulier dans le retail, dans le consumer. C'est difficile, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais intangible, c'est-à-dire que tu as du mal en tant qu'entrepreneur, en plus je suis un entrepreneur avec un passé de financier, j'aime bien avoir une approche très héroïste dans tout ce que je fais. Alors c'est malheureusement pas possible et il faut l'accepter. Dans le retail, quand tu crées une marque, j'imagine qu'il faut l'accepter puissance 1000. Tu te dis, c'est des dizaines, des années, voire des dizaines d'années de travail pour créer ta communauté, faire reconnaître ta marque. Concrètement, comment tu approches cette notion de marque d'un point de vue finance ? Je ne sais pas si ma question est claire, mais tu as cet aspect, la finance, c'est quelque chose de très rationnel, très héroïste, très, on pourrait dire froid. En tout cas, ça peut être perçu comme tel. Et tu as cet aspect très émotionnel. Comment est-ce que tu réconcilies les deux, toi qui es
un spécialiste de la finance dans le retail et les marques? Bon, c'est une très bonne question que tu poses parce qu'une marque a une dimension créative qui est extrêmement forte dans le sens où ça ne répond pas uniquement à des aspects financiers. Il faut faire confiance en fait au créateur ou à la créatrice pour dire ça, il faut aller dans cette direction. Donc il n'y a pas qu'une dimension financière. C'est-à-dire, moi, mon Excel, c'est juste des cases avec des chiffres, généralement qui donnent une réalité à un instant T, mais qui n'est pas la vérité. Et en fait, il faut s'adapter à ça parce que l'entrepreneur, lui, il a une vision. Et moi, je vais écouter cette vision-là parce qu'il a cette intuition d'aller dans cette direction, de créer un sac à main, une crème, un bijou, une robe de telle ou telle manière. Et ce parti pris, il est très important. Il faut le comprendre et essayer de l'adapter. Et ensuite, comment la finance vient venir s'articuler, c'est, voilà, si tu veux créer ça, la typologie de marge qu'il faut avoir pour aller en retail, voilà le type de PNL, de rentabilité qu'il faut atteindre. Parce que voilà quels sont les economics d'une boutique, qu'est-ce qui fait que ça marche. Pour se développer, quels sont les moyens? Est-ce qu'on lève des fonds? C'est pas toujours recommandé. Est-ce qu'on lève de la dette bancaire? Comment on gère les cash flows? Telle et telle collection, comment on gère le BFR? Des aspects en fait qui vont venir accompagner l'entrepreneur pour le guider dans la mesure où voilà, tu as toute une vision, tu as 1000 idées. Moi, je vais essayer de faire en sorte de rendre ton rêve réalité. Et il faut faire confiance au créateur ou à la créatrice parce qu'ils savent beaucoup mieux que moi. Moi, si j'étais à leur place, j'aurais créé une marque, sauf que c'est pas mon cas. Donc, en fait, moi, je suis là pour faciliter la réalisation de ce rêve parce que créer une marque, c'est une sorte de rêve. C'est je veux que toutes les femmes dans la rue portent ma robe. Chez Jimmy Fairly, c'était voir les gens avec les lunettes dans la rue. Moi, je les voyais, on est en vacances, je voyais les gens dans la rue, ils avaient des lunettes Jimmy Fairly, le tote bag, ça c'est iconique, hein, le tote bag Jimmy Fairly. Mais à la fin, c'est comment on fait en sorte que ce rêve d'ouvrir 30-40 boutiques par an, il est réalité, comment on articule ça. Et en fait, les entrepreneurs, souvent, c'est pas leur cœur de métier. Il y en a qui ont une culture financière top, d'autres qui ils viennent pas de ce sérail. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans le consumer qui n'ont pas fait d'école de commerce classique. D'ailleurs, parfois c'est pas plus mal. Et donc, mais en fait, il y a plein de profils différents. Et la finance, c'est pas toujours quelque chose qui est bien appréhendé. C'est là qu'on apporte de la valeur à leur côté. Mais moi, je suis pas à leur place et c'est pas à moi de dire il faut faire comme ci ou comme ça, tu vois. Donc la finance vient vraiment permettre de réaliser ce rêve-là. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas parfois presque un dialogue de sourds en fait, parce que tu vois, tu as des profils très créatifs qui justement ont réussi et c'est là leur talent à créer une marque en arrivant à ignorer les aspects très rationnels que nous, financiers, auxquels on peut pas s'empêcher de penser, je dirais. Je te dis ça, moi, je vais raconter un peu ma vie. Ma femme travaille dans le secteur de la mode. Elle n'est pas entrepreneuse, mais elle travaille dans le secteur de la mode. Et c'est vrai que quand on parle business, il y a toujours ce côté où moi, je suis hyper curieux de comprendre c'est quoi la structure de marge, c'est quoi machin, à combien ils achètent tel produit, à combien ils le vendent, etc. Et je sens que c'est des choses qui, au bout d'un moment, peuvent l'énerver parce qu'elle a ce côté très créa, beaucoup plus émotionnel qu'elle sent que moi j'ai pas. C'est un talent que honnêtement j'ai beaucoup moins. Elle, ça l'énerve que j'ai pas ce côté-là et moi ça peut m'énerver que elle se pose pas les questions plus mathématiques. Je dirais c'est un portrait très caricatural. J'espère qu'elle n'entendra pas ce que j'ai dit là. Mais tu vois ce que je veux dire. J'imagine que les entrepreneurs que tu accompagnes, vu la notoriété de leur marque, s'ils en sont là aujourd'hui, ils sont extrêmement talentueux et pour partie de leur talent, ils ont cette capacité à se projeter sur des enjeux qui ne sont pas leur spécialisation au départ. Mais est-ce que tu retrouves quand même des situations où parfois tu te dis il y a un quiproquo entre nous, il y a des... Non, parce que... Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça n'arrive pas parce que on aboutit à des discussions et expliquer pourquoi il y a certaines choses qui peuvent fonctionner, d'autres non. De toute façon, en fait, un entrepreneur, s'il
s'il est là aujourd'hui, c'est souvent avec ceux avec qui on bosse. Je parle pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas nos clients et les marques qu'on accompagne, s'ils sont là, c'est qu'ils ont quand même bien fait un certain nombre de choses et ils ont compris. Et moi, ce que je vois, c'est des entrepreneurs qui sont ultra curieux, qui sont des éponges, en fait, des gens qui écoutent. Et en fait, on se complète. Et ça, en fait, en gros, il y a aussi le fait est que ils savent pourquoi on est là, ce qu'on doit leur apporter comme valeur pour permettre de mieux piloter leur business. Après, il faut... parfois, moi je me dis, on n'est pas tenu au miracle, mais parfois si quand même, parce que il faut se battre. Et ça donne... et donc... et se battre, c'est faire en sorte que on ait donné tous les moyens à la société de réussir. Mais les entrepreneurs avec qui je bosse, donc fondateurs ou DG de boîtes, ça arrive qu'il peut y avoir un ou une directeur général dans les sociétés. En fait, ils savent pourquoi on est là et nous, on essaye de leur expliquer et de dire voilà quelles sont les contraintes et autour de ça, on articule. Évidemment, tout n'est pas possible. Une boîte qui est émergente, elle va pas pouvoir ouvrir des 5 boutiques déroulées. Il y a un facteur limitant de l'argent, ça reste un facteur limitant, donc c'est comme ça. Bon, c'est dommage, mais c'est la vie. Et donc après, nous, on essaye de faire tout notre possible pour permettre à la société d'avoir le bon niveau de pilotage et les ressources nécessaires pour y arriver. Et on a fait, dans plein de cas, on a réussi à avoir des résultats qui sont aussi grâce au talent d'exécution des équipes. Nous, on est un peu en aval. La boîte, si elle marche bien, évidemment, on va être capable de faire des très très belles choses avec elle. Ouais, ok. Est-ce que tu peux, grâce à ton expérience, ton expertise du secteur retail, nous donner les gros enjeux, les sujets phares qui reviennent, qui sont un peu les dénominateurs communs chez la plupart des clients que vous accompagnez avec Sparring ? Ouais. Les principaux aspects qui sont les plus importants aujourd'hui, c'est le BFR. Donc, dans la gestion du cash, les boîtes ont souvent une bonne connaissance correcte de leur marge. Voilà, j'achète 100, je vends à 500 hors taxe. Donc ça, c'est le coefficient. Donc si on fait x3, x4, x5, dans le consumer, c'est un langage que tout le monde parle. Donc c'est là ce que tu dis, j'achète 50, je vends 100, c'est la notion de marge brute. Voilà, d'accord. À combien j'achète mes pièces et avec quel coefficient je les vends in fine. Ça détermine ta marge brute. Ensuite, dans un PNL, il y a la logistique, le transport sur les ventes. Par exemple, une marque e-commerce va dépenser 10 à 15% de son chiffre d'affaires en logistique et en transport sur vente. Parce qu'il faut expédier chez le client, ce qui est extrêmement cher. Et ensuite, c'est quel est le mix de distribution. Le wholesale, on est sur 50% de marge, donc on vend à x2. En direct, on peut vendre à des coefficients plus importants. Quel est le mix de distribution ? Est-ce que c'est retail, e-commerce ? Ensuite, quand on est sur les canaux directs, et chaque canal a sa spécificité. Donc ensuite, on permet à nos clients de bien comprendre comment leur PNL est structuré. Et nous, on a des benchmarks quand même assez importants. Typiquement, une boutique en retail, en consumer, en termes de marge contributive, doit réaliser minimum à peu près 25% de marge contributive sur son chiffre d'affaires. Tu peux nous définir la notion de marge contributive ? La marge contributive d'une boutique, c'est son chiffre d'affaires hors taxe, moins le coût des marchandises, moins le loyer, le personnel et tous les frais généraux, type électricité. Bon, c'est pas négligeable. Quand on fait tourner la clim tout l'été, l'électricité coûte cher. Donc, en fait, en termes de marge contributive, le benchmark, ça fait minimum 25 et plutôt autour de 30-35 à maturité, en notre troisième année. Donc, en fait, on a des points de repère. Mais pour arriver à ce résultat, il faut bien savoir que le PNL, il doit être découpé d'une certaine manière. C'est pour faire une certaine marge d'EBITDA, il ne faut pas que le sillage soit trop gros, il faut que la marge brute en haut soit plutôt bonne, parce qu'il va y avoir des aspects de structure de coûts qui vont faire que
si on est trop limité, on ne dégagera pas de renta à la fin. Et une fois qu'on a cette structure de PNL, nous, le principal sujet en fait, sur lequel on va intervenir, c'est surtout sur le BFR. Les achats, comment ils sont phasés, quel est le taux d'écoulement des collections, si c'est du prêt-à-porter par exemple, et comment est-ce qu'on appréhende ce BFR avec les délais de paiement fournisseurs. Est-ce qu'on a du stock en trop, excédentaire? Est-ce que donc en fait c'est là où les marques ont un peu plus de mal à modéliser le BFR, et dans certains cas il faut rentrer dans un niveau de granularité qui est assez important. Ouais. Et ça permet d'appréhender les évolutions de la trésor. Ouais. Et dans un environnement de cash qui est assez tendu quand même pour beaucoup de gens, et bien c'est le plus important. Et donc on arrive à passer, faut passer du temps sur ces aspects-là, ouais, pour permettre aux différentes sociétés d'appréhender l'évolution de leur cash de la meilleure manière. Parce que c'est une chose de générer de l'EBITDA, mais quelle est la variation de BFR qui vient impacter la trésor? Et en dessous, il y a les CAPEX. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui reste comme free cash flow? Ouais. C'est-à-dire vraiment de cash pour la société en tant que telle, derrière, excédentaire, pour pouvoir absorber le coût de sa dette. Et la réalité, c'est que ça, c'est un des aspects, je pense que c'est le principal angle mort de la gestion pour les dirigeants qu'on accompagne. Ils ont souvent des bonnes visions PNL, ouais, globalement, mais moins sur le cash. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va passer du temps. Ok. En général. Je veux bien qu'on zoome un cran plus loin sur cette notion de BFR pour être sûr que tout le monde comprenne bien le BFR. Hein, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc on définit, c'est BFR d'exploitation, stock de marchandises, enfin stock tout court, créance client, dette fournisseur. Est-ce que, Mathias, tu peux nous expliquer pourquoi dans le secteur du retail, le BFR est un vrai sujet? J'imagine que c'est parce que le BFR est structurellement positif. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est structurellement positif? Alors, ça dépend les business. Il y a des business, par exemple, je vais donner un exemple. Une marque de prêt-à-porter qui a un réseau de magasins. Chaque ouverture de magasin mobilise du stock supplémentaire. Donc déjà, si tu es dans un plan de développement assez agressif sur ton réseau retail, chaque magasin va mobiliser X centaines de milliers d'euros de stock. Parce que je dois acheter mon stock avant l'ouverture du magasin. Il faut que le magasin soit achalandé, qu'il y ait une réserve. Ouais. Il faut augmenter ton stock global pour pouvoir faire en sorte que cette boutique opère. Et en plus, derrière, tu induis des coûts, parce qu'en logistique, il faut pouvoir faire en sorte que, de manière centralisée, chaque boutique soit réassortie. Donc ça demande un peu de gestion et d'immobiliser du stock aussi en centrale et dans ton magasin. Ça, c'est une première chose. Ça impacte ton BFR. Ensuite, si tu es sur du prêt-à-porter, toutes les collections, il faut que tu les achètes à l'avance. Donc, le prêt-à-porter, elle a cette spécificité de nécessiter un rythme de collection qui est assez soutenu. Parce que même s'il y a des marques qui font attention aujourd'hui au rythme des collections, ça reste quand même... Une marque de fringues, elle vit parce qu'elle a de la nouveauté, elle est capable de créer du repeat, elle a une profondeur d'offre de collection qui est importante, elle va sortir du coup chaque saison des collections, des capsules, des collabs. Donc en fait, ça nécessite de créer beaucoup en amont. Déjà, il y a un processus créatif qui est assez soutenu, et d'acheter des matières, de les faire confectionner. Et donc ça s'achète à l'avance. Il faut que tu aies tout ton stock le jour où tu le mets en ligne. Il y en a qui ont réussi à contrecarrer ça, par exemple Asphalt, typiquement, pas un client, donc je les cite parce ils ont popularisé le pré-order. La précommande, voilà, et donc la précommande. Il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant parce que c'est une démarche qui est plus responsable. Dans le vêtement, c'est une industrie quand même sur le plan environnemental qui est très polluante, assez polluante. Il y a des marques, par exemple Patine, qui font ça très bien, de manière très responsable. Aussi, Make My Lemonade a une approche aussi qui est de faire en sorte de relocaliser, en tout cas pas de faire fabriquer en Asie. Il y a beaucoup de marques qu'on pourrait citer, y compris Cézanne, qui est dans cette démarche. Donc il y a beaucoup de marques aujourd'hui nouvelles
qui existent depuis une dizaine d'années, qui ont une démarche qui est beaucoup plus responsable que la ultra fast fashion. Mais néanmoins, il faut acheter les collections, les faire fabriquer à l'avance quand on les vend sur le voilà. Et donc c'est vrai que ça mobilise beaucoup de cash. Parce que comme quand tu achètes à l'avance, nécessairement tu n'as pas à l'instant T la réponse sur exactement ce que tu vas vendre. Donc il y a une notion de combien t'achètes, comment, et donc acheter dans la mode. Donc il y a beaucoup de gens qui sont acheteurs ou acheteuses. Oui. C'est un vrai métier extrêmement complexe, assez analytique, parce qu'il faut avoir le bon produit au bon endroit au bon moment. Ça, c'est la trinité absolue dans la mode. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des marques en France où il y avait des gens qui étaient très bons, parce que bien sentir son marché, c'est vendre le bon produit au bon endroit, avec le bon stock, et au bon moment. Et donc en fait, ça, c'est vraiment fort. Les gens qui étaient les meilleurs là-dedans, par exemple, c'est Elie Koubi ou Frédéric Biou chez SMCP. Quand ils ont Sandro Mache, Claudie Pierlot, ils ont réussi ils avaient inventé un modèle en retail qui était qui était exceptionnel. Ils avaient toujours les bonnes collections au bon endroit, avec des boutiques magnifiques, des équipes exceptionnelles. L'exécution était très bonne. Chez Jimmy Fairley, on avait ça aussi. Un réseau retail ultra bien opéré, avec un très bon emplacement, avec toujours le bon produit. Ça, c'est dur. Et donc, quand tu achètes, si je reprends l'exemple du prêt-à-porter, tu achètes à l'avance. Et donc, dans ton BFR, la réalité, c'est que tu as un BFR plutôt négatif. Plus tu crois, si tu fais 50% de croissance par an, tous les mois, tous les ans, tu vas mobiliser de plus en plus de cash pour réaliser ton chiffre d'affaires 6 mois plus tard. Ouais. Donc, tu es toujours en retard de phase, parce que tu dois toujours acheter de plus en plus pour faire de plus en plus de croissance. Donc, quand tu connais un très fort succès... En fait, tu es tout le temps à court de cash. Tu es soit à court de cash, soit à court de stock. Ouais. Donc, il y a des marques qui... C'est un énorme paradoxe. C'est qu'on se dit, la boîte cartonne, on fait, je sais pas, soyons fous, x10 d'une année à l'autre. Et pour autant, tu as ces problématiques de financement de ton cycle d'exploitation. Qui est un paradoxe qui est hyper difficile à comprendre quand tu mets pas le nez dans ces problématiques et que tu les décortiques pas comme tu viens de le faire. Surtout, tu as intérêt à jamais rater une collection et tes ventes. Oui. Alors là, les marques dont on parle et ceux qu'on accompagne, c'est pas leur cas. Au contraire, ils cartonnent chaque collection. Donc c'est génial. Mais il y a des marques qui malheureusement, on les accompagne pas, mais qui ont moins cette réussite. Et il faut pas rater faut pas se planter. Donc c'est dur. Faut être sûr de sa création, de sa créativité. Faut avoir une distribution qui est bien solide. Et en fait, c'est au contraire, vraiment, il y a ça veut dire que t'es toujours un peu en train de courir. Et c'est là où tu as besoin de réaliser des marges suffisantes. Oui. Il faut que la marge que tu réalises, comme tu as acheté à M-6 par exemple, si tu achètes 6 mois à l'avance, tu dois commander 6 mois à l'avance. Le jour où tu vends, il faut que tu génères une marge suffisante pour que ton excédent de trésor que tu as généré te permette de continuer à absorber toutes les futures collections que tu vas sortir. C'est là où il faut être solide sur ses appuis. Et tu l'as déjà un peu évoqué, mais la dynamique de BFR, elle va être différente d'un modèle de distribution à un autre. Tu évoquais le cas de l'ouverture de la boutique où il faut immobiliser du stock à l'avance. Est-ce que selon ton mix de distribution, est-ce que tu as plus ou moins de points de vente, de e-commerce, etc., tu peux avoir des logiques de BFR très différentes. Et est-ce que c'est des leviers sur lesquels les marques retail peuvent s'appuyer ? Ouais, tout dépend de ton modèle. Par exemple, la maroquinerie, sur des sacs, tu as des collections beaucoup plus espacées. Donc tu vas vendre, et la majeure partie, tu vends des permanents. Donc il y a des marques qui vendent toujours les mêmes typologies de modèles. La chaussure, c'est pareil. T'as des créations, mais l'immense majorité de ce que tu vends, c'est des permanents. Chez Jimmy Fairley, on vendait essentiellement des permanents. Okay. Donc tu vois, par exemple, c'est vrai que du coup, ta créativité, elle te permet de renforcer ton image, mais le socle de ton chiffre d'affaires est fondé sur la vente de produits iconiques permanents.
C'est le cas de la plupart des marques. Le prêt-à-porter et la fringue, c'est pas pareil. Donc voilà, même si il y a des permanents, voilà, il y a des marques qui ont toujours un iconique, mais il faut un renouvellement rapide. Donc en fait, le BFR, par exemple, là, je détaillais pour la mode, parce que la mode, ça reste vraiment, on est fort en France sur la mode, et moi, je rencontre beaucoup de créateurs dans la mode. Mais on a aussi des marques qui ont des problématiques de BFR moins tendues structurellement. La cosmétique, par exemple, les marges sont meilleures, c'est des cycles de production qui peuvent être plus courts, on peut se stocker quand même assez significativement, conserver des produits un moment. Une fois qu'on a fait un produit, ce produit il est intemporel. Donc en fait, on a moins cette problématique-là. Et c'est vrai que du coup, chaque société va avoir ce besoin qui est différent. Et comme tu le disais, le canal de distribution ensuite a une incidence. Par exemple, le wholesale, c'est des cycles de vente qui peuvent être assez longs, des commandes à l'avance avec des réassorts. On n'est jamais sûr du sell-out, c'est-à-dire du taux, du pourcentage de combien vont vendre sur un stock de 100, combien le wholesaler, le revendeur va vendre du stock qu'on lui a confié ou qu'il a acheté, ce qui va déterminer le taux de repeat ensuite par la suite. En fait, chaque canal va être distinct, mais ça a moins d'incidence en tant que tel que sur la nature du produit en lui-même, je trouve. Est-ce que tu as des benchmarks typiques des niveaux de marge, notamment des différences de niveau de marge entre justement tes différents canaux de distribution, e-commerce, wholesale et point de vente? C'est ça les 3 canaux de distribution typiques? Ouais. Alors, ça dépend de combien tu mets en coût d'acquisition, en pourcentage de ton chiffre d'affaires, par exemple sur le e-commerce. Sur l'e-commerce, ouais. Je vais raisonner sur un truc classique. Wholesale, tu dois vendre x2, tu fais 50% de marge brute, globalement. Et tu as besoin d'un peu parfois de force de vente, pas toujours, mais tu as quand même besoin de quelqu'un potentiellement. Peut-être faire une sorte de showroom ou d'animer en tout cas, parce que c'est du B2B, donc il faut bien animer ce processus. Mais tu fais 50% de marge brute. L'expédition ensuite, c'est des palettes, c'est écrasé par le volume, si tout se passe bien. C'est un peu moins onéreux. Ouais. Donc je dirais, allez, en tout, tu vas peut-être faire 40% de marge sur du wholesale, peut-être un peu. En direct e-commerce, tu vas vendre avec 70% de marge brute. Je vais prendre un truc moyen. Mais ta logistique, en gros, ton transport va te coûter 10%. Donc tu vas être à 60 en marge nette, tu vois. Marge brute plus logistique. Tu vois, tout compris en out, quoi, tu vois, en sortie et produit. Ça va te coûter 10%. Classiquement, une marque qui vend sur Internet va dépenser 20% de son chiffre d'affaires en acquisition. Et donc c'est qui va te rester 40. Là, tu vas retrouver le fameux indicateur en marketing ROS, le Return on Ad Spend, où on dit qu'il faut être à peu près x5. C'est donc on retrouve ton 20%, x4, x5, donc c'est ça. 25%. Encore une fois, le montant que tu mets en coût d'acquisition dépend aussi de la nature de ton business. Est-ce que tu as beaucoup de repeats? Quelle est la LTV de chaque client? La tête de tes cohortes? Des boîtes qui font peu de repeats sur leurs produits, il faut que ton panier moyen soit important pour mettre du coût d'acquisition. Si tu as beaucoup de repeats, c'est pas très grave, tu vois. En fait, par exemple, dans la mode, quand tu as ferré une cliente qui aime la marque, qui adore ton univers, elle va recommander. Donc, il y a un repeat naturel qui s'installe. Il y a des boîtes où c'est moins le cas. Après, il y a du repeat embarqué. Tu vends des shampoings. Le shampoing, il a été consommé. La personne le rachète. S'il est content du produit. Donc, il y a du repeat naturel ou que tu suscites. Donc, il y a différentes... tout dépend du business. Et ensuite, donc tu vas faire... entre 30 et 40% de marge contributive sur du e-commerce. Autour de 40, quoi, il faudrait.
Ça dépend de ta marge brute. Et ensuite, en retail, le retail, c'est là où il faut en fait, avoir des marges qui sont suffisantes. Parce que là, le retail, on va être... le loyer, il faut en général 10% du chiffre d'affaires. Les équipes, pas plus que 20 à peu près. Je dis ça pour des marques moyennes. Voilà. Mais il y a beaucoup de, il y a beaucoup de subtilités. Donc si tu fait 70% de marge brute, tu enlèves 30, faudrait faire... il y a encore 5 à 10%, tu as de la logistique et des frais généraux. Voilà, donc tu vas être autour de entre 30 et 40. Donc en fait, c'est là où tu te rends compte qu'en termes de canaux de distribution, il faut bien réfléchir sur la structure de coûts et les economics liés à chaque canal par rapport à son propre business en soi. Et nous, on est capable d'aider aussi les marques qu'on accompagne à naviguer là-dedans parce que on comprend assez bien ces mécaniques et de leur dire, voilà où en fait, on va aller chercher de l'acquisition, comment on orchestre, on articule les canaux. Et qu'est-ce que chaque canal va apporter. Le retail, typiquement le retail, moi je trouve que dans certains cas on marge un peu moins, mais c'est du coût d'acquisition naturel. Faut être bien placé. C'est pas toujours évident. Après le retail, ça coûte des capex. C'est important. Mais c'est du marketing, de la notoriété qui fait que, dis-moi si je me trompe, mais si je retranscris ce que tu dis, c'est tu vas voir tel magasin dans la rue, ça va attirer ta curiosité, tu vas potentiellement rentrer dans la boutique, découvrir les produits, les acheter ou pas, et ensuite que tu les aies achetés ou pas dans le magasin, potentiellement les commander en ligne parce que tu as connu cette marque grâce au retail. Ok. J'ai envie de... Tu as évoqué plusieurs fois la problématique de financement. Enfin, il y a des sujets BFR, il y a des sujets CAPEX. Moi, quand j'entends ça, j'entends du coup qu'il y a potentiellement des sujets de financement si on veut essayer d'accélérer le développement d'une marque qui a des problématiques de ce type-là. Est-ce que je me trompe en disant que le BFR, j'imagine, il est plutôt financé par des produits de financement plutôt court terme, par définition, là où les CAPEX, typiquement une ouverture de boutique dans le retail, elle va être financée plutôt par de la dette bancaire classique, moyen-long terme. C'est ça le schéma typique dans le retail ? C'est ça. Le retail, en fait, il y a deux composantes. Quand tu achètes un pas de porte, c'est ce qu'on appelle le key money, donc c'est un droit au bail, c'est que quelqu'un occupe un local, il cède son bail. Donc quand tu vois bail à céder dans la rue, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était là, qui avait un magasin, il veut céder son bail parce qu'il veut quitter les lieux. Donc tu vas acquérir le bail, et donc dans certaines rues, ça peut, à certains emplacements, ça peut coûter très très cher. Parce que tu sais, les baux commerciaux, ils sont 369, donc en fait... tu as quand même la protection pour le bailleur, elle est forte, mais le preneur, c'est-à-dire le locataire, entre guillemets, est quand même assez... il y a quand même des protections aussi qui sont plutôt bonnes en France en termes d'immobilier commercial. Mais quand tu as un bail, tu peux décider de le céder, et donc de céder le pas de porte. Et ça s'appelle un key money. Le key money, il peut coûter très cher dans certains endroits. Tu veux ouvrir une boutique rue Vieille du Temple, vraiment le Graal dans le Marais. Chez Jimmy Fairley, on avait une boutique vraiment magnifique, historique dans rue Vieille du Temple. Je peux témoigner que c'est vraiment des zones commerciales parmi les plus exceptionnelles en Europe, ou même dans le monde, tu vois, qui est vraiment un attrait exceptionnel. Il suffit de se balader le dimanche, tu vois la horde de gens. Et donc en fait, là par exemple, tu veux un emplacement premium, il va falloir débourser des montants qui peuvent être de plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros dans certaines rues à Paris. Ça, c'est le key money. Et tu le mets dans tes CAPEX. C'est du CAPEX. Ça a une vraie valeur, parce que si tu fais défaut, la banque, elle récupère son un actif en face. Et à Paris, ce qui est pas mal à Paris, c'est que la valeur locative, à part catastrophe, elle baisse pas. Mais il y a des rues parfois qui prennent quand même un peu l'eau, mais non, à Paris, c'est du solide. Donc, ça, c'est un premier point. Et après, tu as les CAPEX des travaux.
Donc, tu as des capex de travaux, des frais d'architecte, d'équipement, du magasin, de mobilier, puis des travaux de tous œuvres. Donc ça, tu peux faire financer ça par de la dette. Ouais. Ce que généralement, tu ne peux pas faire financer par de la dette, c'est le dépôt de garantie ou ta garantie à première demande. Ça, c'est du cash que tu vas devoir immobiliser. Et donc, en fait, il faut avoir les reins solides. Oui, c'est du capital, en fait. Voilà. C'est des capitaux propres que tu es obligé d'avoir d'une manière ou d'une autre. Exactement. Donc, nous, on a une matrice pour savoir si matrice un peu go-no-go sur des projets retail. C'est de se dire, okay, c'est quoi le payback en année des capex. Et généralement, il faut être autour de 2 années. C'est-à-dire combien tu génères de cash flow pour rembourser intégralement tes capex. Il faut aller assez vite parce que ton prix, il est sur 5 ans. Donc, il faut que tes cash flows de ta boutique soient suffisamment hauts pour absorber le coût du total du projet. C'est pas une mince affaire. Dans certains cas, c'est très cher. Et donc après, nous, on essaye d'aiguiller. Est-ce qu'il y a plus de key money avec un loyer qui est plus faible? Parce que plus tu as de key money, plus ton loyer est bas. Généralement. Ou tu es sans droit d'entrée, loyer pur, mais ton loyer, il est beaucoup plus élevé. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, est-ce que tu peux avoir du financement pour payer un key money? Et tu es capable d'absorber le coût de la dette, parce que c'est du cash derrière, il faut rembourser ton crédit. Ou alors, tu minimises ton EBITDA parce que ton loyer est plus élevé. Mais d'un autre côté, la dette nette à la sortie, ça coûte c'est l'euro quand tu vends ta boîte, alors que l'EBITDA, c'est 8 à 12 fois. Quoi. Ça dépend de ton business. Mais donc, en fait, il y a plein d'arbitrages. Mais ça, faut bien l'expliquer, bien l'appréhender. C'est pas évident. Donc, c'est une boîte qui est vraiment full cash, qui peut s'endetter. Il faut mieux payer un gros key money et maximiser ton EBITDA. Parce que le jour où tu veux vendre, tu maximises ta valeur. Si tu as moins de cash, tu fais ce que tu consommes le moins possible à court terme. Tu fais ce que tu peux. Ou alors, tu mets ton projet retail à plus tard. Franchement, le retail, c'est pour ça. Moi, j'arrive bien à naviguer maintenant. On connaît bien, voilà. Donc, Ok. Et justement, on parlait de cash à plus court terme. Du coup, sur le financement du BFR, c'est quoi les comportements classiques, ce que tu vois typiquement donc une marque qui a comme tu disais, prenons l'exemple d'une marque qui est en hyper croissance, qui a un BFR qui du coup lui creuse sa trésor à court terme malgré un PNL qui est en bonne santé. Comment est-ce que tu finances ça globalement? Ce qu'on fait, c'est que tu peux avoir des billets de trésorerie, par exemple dans les banques. Ça, c'est du financement court terme qui renouvelle. Autorisation de découvert, ça peut être une manière de fonctionner. Il y a des banques qui aiment bien. Qu'est-ce qu'il faut prouver à la banque pour avoir un billet de trésorerie ou une autorisation de découvert comme marque retail? Alors, faut leur mettre en face. Moi, ce que je vois, c'est déjà, il y a des banques qui n'acceptent pas que tu restes plus de 3 mois en position négative. Donc, il faut que, si tu es en autorisation de découvert, il faut que tu passes en négatif, mais que tu repasses en positif de temps en temps. Pas rester en négatif. Pas, parce que sinon, c'est du prêt moyen terme. Donc, c'est pas pareil. Donc, c'est un premier critère. Ensuite, il y a des banques qui ne vont pas accepter que ce soit plus que 25% par exemple, de tes flux. Ce sont un pourcentage. Des ratios par rapport à ton chiffre d'affaires. Voilà. Soit ton chiffre d'affaires ou ça peut être ton EBITDA. Tu vois. Donc, ils vont essayer de caper le besoin. Ils vont voir, en fait, analyser le comportement des flux. De toute façon, les banques traditionnelles, pour qu'elles financent, il faut leur donner à manger. Et à manger, c'est les flux, parce qu'ils se nourrissent, ils se prennent beaucoup sur les flux. Et ça leur permet de capter les flux entrants, sortants, et d'avoir une visibilité sur ce qui se passe. Mais ensuite, ça, c'est une première option. Il y a l'option du revenue-based financing, Silver, Carmen, Unlimited. Donc ça, on les connaît. Franchement... c'est très bien, c'est un peu cher, normal, mais ils ont beaucoup de réactivité, ils sont capables de donner une réponse très rapide, mettre à disposition les fonds sous 48 heures, c'est imbattable. Donc ça, c'est quand même pas mal, mais à utiliser avec parcimonie, encore une fois, comme toutes les sources de financement, tu vois, ça coûte forcément de l'argent. Et après, il peut y avoir les comptes courants d'associés d'actionnaires,
de la captable. Il peut y avoir aussi des factos, par exemple, sur de l'avance de trésor sur des factures. Décalé du paiement fournisseur, tu dois le payer à 30 jours et grâce à de facto, tu le payes à 90 par exemple. De facto te donne le cash à très court terme. Oui. Voilà, pour le et faire. Mais paye ta facture. Voilà. Oui. C'est comme ce que faisait BPI à une époque, je crois qu'ils font encore Avance Plus ou un truc comme ça. Ouais. Qui était un peu compliqué à mettre en place honnêtement. Ouais. J'adore BPI, mais c'était de facto, c'est vraiment clé en main. Ouais. Et donc voilà, franchement, il y a des dispositifs maintenant qui sont vraiment qui aident les marques, mais ça reste, c'est pas la panacée. C'est vraiment à court terme, ça permet de pallier un besoin, mais encore une fois. Toujours, ça vient avec des conditions. Comme on dit, there is no free lunch. Tu vois, bien sûr. Donc, il y a des conditions, mais franchement, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui grâce à ça qu'il y a quelques années. Ouais. Ok. Écoute, j'apprends plein de choses. C'est hyper intéressant. Pour terminer, j'ai simplement envie de parler un peu de l'avenir. Vous venez donc d'annoncer la création de ton cabinet Sparring avec tes associés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi l'ambition? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Si tout se passe dans le meilleur des mondes, vous en êtes où? Alors, c'est vrai qu'on l'a annoncé, alors je ne sais pas quand ce sera diffusé, mais on l'avait annoncé effectivement fin février, donc c'est assez récent. Et la réalité, c'est que ça faisait déjà 2 ans que moi j'avais créé ma structure et qu'on accompagnait déjà avec une partie de l'équipe, des clients, depuis longtemps. On a aussi réalisé une opération de levée de fonds pour un client à hauteur de 4 millions d'euros. Donc on accompagne sur des aspects de CFO part-time dans la durée. Il y a des clients qu'on accompagne depuis 1 an et demi, maintenant bientôt 2 ans, et des clients qu'on accompagne aussi certains à la fois sur la fonction finance et sur des financements equity et dette, ou des clients qu'on accompagne que sur des levées de fonds ou du financement. Donc en fait, l'ambition, c'est aussi de pouvoir être un accompagnement 360, puisqu'on a beaucoup d'expérience dans les aspects transactionnels. Dans toutes les boîtes où j'étais, la boîte a levé ou a été vendue, donc, et venant de la banque d'affaires, j'ai un tropisme financier, M&A, transactionnel qui est très fort. Et l'ambition, c'est de pouvoir en fait être l'acteur de référence pour les marques consumer sur des opérations de levée de fonds ou de M&A, et en tant que direction financière à temps partagé. Et en réalité, tu disais à horizon 5 ans, en fait, on réfléchit aussi à d'autres formats d'accompagnement sur les aspects opérationnels. La communication entre les ops et la finance dans les marques n'est pas toujours nickel, parce que c'est des métiers différents. Il y a beaucoup de choses sur les aspects logistique, transport, tu vois, achat, sur lesquels on aimerait accompagner. Renforcer aussi avec des talents en data, en admin. Tu vois, en fait, il y a des besoins qui sont connexes à la finance, sur lesquels les marques opèrent pas toujours bien ou savent pas parfaitement comment opérer, mais en lien aussi avec ce qu'on disait, parce que c'est des créateurs. Et donc, en fait, si on est capable d'apporter des pouvoirs d'exécution, on sera toujours pertinent. Et en fait, c'est pouvoir... Moi, disons qu'après, ça, c'est l'ambition. Bon, on verra. En tout cas, on a un cap. Mais ce qui m'anime au quotidien, c'est surtout... Pourquoi moi, j'adore faire ça, c'est parler avec des entrepreneurs, être parfois certains jours dans le dur avec eux, parce que monter une boîte, c'est... Là, tu le sais, c'est hyper difficile. Ma femme aussi est entrepreneur et elle a créé une très belle marque, et donc c'est vrai que c'est pas facile, mais c'est hyper exaltant. Et en fait, ce qui est incroyablement satisfaisant, c'est qu'il y a des gens qui achètent ce produit et qui sont tellement heureux de vivre cette expérience ou d'acheter ce produit ou de venir dans la boutique. Et en fait, ça a pas de prix. Et c'est ce qui m'avait vraiment marqué chez Jimmy Fairly, c'est il y a des gens tous les jours qui rentrent dans une boutique, qui viennent acheter une paire de lunettes et qui font confiance à la marque. Donc en fait, on a une responsabilité d'être à la hauteur de la confiance qu'ils donnent. Et
Et donc ça, c'est vraiment voilà, ce qui m'anime. Et l'ambition, ce sera de pouvoir accompagner le maximum d'entrepreneurs, d'entrepreneuses dans cette voie. Voilà. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, ça a l'air très bien parti. Merci beaucoup Mathias d'être venu nous délivrer cette masterclass, j'ai envie de dire, sur Merci à toi. Le métier de la finance dans le secteur retail consumer. C'était super intéressant, comme j'ai dit, j'ai appris plein de trucs et je pense que je ne serai pas le seul. Donc un grand merci à toi d'être venu te livrer. Merci à toi. Merci Mathias, à bientôt. Salut.